Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. L'immobilier est une valeur refuge contre l'inflation. Ceci posé, il est bien entendu nécessaire d'adopter une stratégie, de faire des choix éclairés en fonction des actifs immobiliers, qu'ils soient résidentiels, gérés, commerciaux ou tertiaires. Mon invité, Jean-Luc Guittard, directeur général de Consultim, nous aide à concevoir une stratégie d'adaptation de l'investissement immobilier dans le contexte inflationniste que nous connaissons. Il nous emmène au cœur des différents secteurs pour nous aider à mieux arbitrer en ce début d'année. Voici donc Jean-Luc Guittard. Jean-Luc Guittard, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. On avait annoncé aux Français une inflation qu'on maîtriserait. On constate qu'elle va sans doute continuer son chemin haussier en 2023, tandis que le pouvoir d'achat va continuer à s'éroder. Est-ce que vous vous placez dans ce raisonnement-là ? Donc c'est une perspective inflationniste aujourd'hui qui est avérée. Tous les chiffres sont là. On s'attendait à ce que ça baisse, ça se stabilise tout au plus. Donc oui, dans notre univers aujourd'hui immobilier, puisqu'on est là pour parler de ce sujet-là, on doit tenir compte de l'inflation comme quelque chose de durable. Bien malin qui saura dire quand ça baissera, bien malin qui saura dire de combien ça baissera. Donc c'est un élément important évidemment maintenant du paramètre d'investissement et particulièrement immobilier. Et justement, côté investisseur, est-ce qu'on peut dire que donc l'heure est à la recherche d'un refuge et peut-être à une adaptation des stratégies d'investissement immobilier ? Clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez les marchés actions, oui. Il y a une forme d'incertitude un peu plus forte, on le voit tous les jours, on lit tous les jours. Les marchés d'obligations dans un marché haussier, il y a un sujet de valeur des obligations qui ont été souscrites jusque-là, donc un petit peu de tout ce qui va être les sous-jacents finalement des contrats d'assurance vie, en tout cas dans la partie fonds euros. Donc oui, ça interroge fortement puisque ça reste, l'immobilier en tout cas reste le dernier support qui est indexé dans ses revenus. Donc ça c'est une certitude aujourd'hui, même si on a un IRL qui est capé à 3,5, ça tombe bien, il était prévu que ça fasse 3,49, donc c'est pas un gros écart. Donc on est certain d'être indexé sur les revenus. Et puis sur les questions de valeur, tout le monde nous annonce que l'immobilier va baisser. Oui. Pour l'instant, ça baisse pas. Non, mais il était monté tellement haut aussi que peut-être qu'il revient à la normale. Oui, il y a un sujet de correction sans doute, mais on n'a pas d'aujourd'hui d'éléments pour dire que sur les valeurs, ça va baisser fortement ou même s'effondrer. Donc en fait, on voit que tant sur les revenus que sur les valeurs, c'est l'actif aujourd'hui qui sans doute pour les Français, d'abord est le plus accessible, le plus compréhensible. Je n'ai pas fait référence aux crypto-monnaies, mais enfin la faillite de FTX montre le côté un peu obscur de la force en tout cas de ce côté-là. Donc c'est difficile d'investir de façon permanente et de façon déliée sur ce type de support. Donc on voit bien qu'on termine toujours sur l'immobilier. La façon de le dire, ça ne me plaît pas tellement, mais finalement... Oui. Quand on réfléchit un peu, on se dit finalement l'immobilier c'est quelque chose que tout le monde connaît, maîtrise, en tout cas comprend. Donc c'est un sujet sur lequel aujourd'hui on peut réfléchir en matière d'investissement. Et puis l'immobilier en tant que rempart contre l'inflation, ou en tout cas pour préserver le patrimoine, ça on le connaît depuis très longtemps et on a tous les images de l'histoire qui nous reviennent tout de suite. On a tous nos parents, parfois maintenant nos grands-parents qui nous ont dit un jour, en fait c'est l'inflation qui a payé ma maison, donc je mets ça évidemment avec toutes les guillemets possibles, mais en fait le fait qu'il y a le phénomène d'érosion monétaire a un certain nombre de vertus qui sont avec tous les inconvénients qui vont avec, donc j'en fais pas l'alpha et l'oméga de l'investissement, mais c'est une situation dans nos mémoires, c'est ce qu'on retrouve, on retrouve le syndrome allemand des années 30 avec une inflation très forte finalement, c'est ça. Et puis la dernière image qu'on a, c'est une banque centrale européenne qui combat l'inflation avec succès d'ailleurs depuis beaucoup d'années maintenant, depuis la crise de 2008, et puis qu'il a un peu failli dans sa mission, mais dont on sent bien qu'elle est à nouveau mobilisée sur ce sujet. Donc c'est un sujet central de notre économie. Et pour autant, je suppose aussi qu'il faut nuancer ça. Ce n'est pas tout l'immobilier qui peut paraître un refuge de façon uniforme. Non, évidemment. L'analyse qu'on va faire dans l'immobilier, je vous le disais, il y a deux axes principaux. Il y a revenu-valeur. Oui. C'est-à-dire, est-ce que mon locataire, si je suis donc un investisseur, est-ce que mon locataire va pouvoir avoir des revenus, soit des revenus de son travail, soit des revenus de son activité commerciale, soit des revenus de son activité de bureau. Est-ce que ces revenus lui permettront de me payer un loyer et d'en supporter l'indexation ? Ça, c'est une question de base, mais c'est quand même lui qui paye le loyer, donc il faut le surveiller. Et puis sur la valeur, c'est toujours la même. Est-ce que j'achète au bon endroit ? Est-ce que j'achète dans des marchés, finalement, ou dans des zones qui sont des zones qui, demain, connaîtront toujours une demande en matière de logement, si c'est du résidentiel, de commerce ou de bureau. Est-ce que la demande sera soutenue ou est-ce qu'elle est suffisamment large pour que demain, je n'ai pas de sujet de valeur ? Voilà, ça, c'est quand même les grandes questions qu'il faut se poser dans des périodes, en plus, avec plus d'incertitudes.
Oui, et qui ont un sens aussi, puisque l'évolution de la demande se cale aussi sur le sens que les gens veulent donner à leur investissement. De toute évidence, vous avez des gens en plus qui ont des... Souvent, quand vous êtes né à un endroit, c'est un marché que vous connaissez. Parfois d'un peu loin, mais vous le connaissez quand même. Donc vous avez une opinion, un avis qui est un avis tranché. Puis il y a des endroits que vous ne connaissez pas. Les zones littorales, il y a des choses où c'est un peu plus compliqué à appréhender. Donc plus le marché est complexe, plus il va falloir s'entourer sans doute de conseils, de professionnels, tester un peu les idées, vérifier que nos intuitions sont bonnes, et quand elles le sont, du coup, aller à l'investissement, puisqu'on reste sur un sous-jacent qui est facile à comprendre. En tout cas, quand il est bien expliqué, il est assez facile à appréhender. Alors, pour être plus précis, comment est-ce que les investisseurs immobiliers, particuliers ou institutionnels, vont-ils naviguer en 2023 ? Alors, 2023, le premier sujet, c'est le niveau des taux d'intérêt. Le niveau des taux d'intérêt, pour tous les gens qui ont besoin de dette pour investir, va quand même conditionner la typologie d'investissement. Ils vont donc chercher des investissements dont les rendements seront suffisants pour absorber le sujet de la dette. Ça, c'est le premier élément. Et je crois que c'est cet après-midi que la Banque Centrale Européenne prend des décisions. Et puis la Banque Centrale Américaine, sans doute sans tarder. Donc on est plutôt dans une phase de hausse des taux. Donc plus les taux montent, plus il faudra trouver des taux de capitalisation, donc une rentabilité de l'actif qui soit supérieure à ce que coûte la dette. Ça, c'est vraiment un comportement d'investisseur institutionnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les voit s'éloigner du marché immobilier, puisque la dette coûte cher, et si la dette coûte plus cher que ce que doit rapporter finalement le produit, eh bien ils vont aller investir dans autre chose, des obligations. Vous avez, je crois que EDF a fait une émission obligataire d'1 milliard qui paye 7,5%, ce qui fait un taux de rentabilité qui est assez correct finalement, en tout cas qui est bien meilleur qu'une bonne partie de ce que propose l'immobilier. Donc un institutionnel, il investit là où il a des rentabilités qui sont bonnes et un rapport entre le risque et la rentabilité qui est bon. Les particuliers, c'est différent. Les particuliers, on y met un peu plus d'affectif. On y met plus d'affect. Acheter un logement étudiant ou une chambre étudiante dans une résidence étudiante, dans un endroit où l'université se développe, où il y a de plus en plus d'étudiants, voilà, ça répond à autre chose. Donc on croit plus à l'évolution du territoire et du marché, et on est moins posé sur le calcul du taux et de la rentabilité absolue, etc. Donc on voit bien qu'il y a des comportements qui vont être drivés par cette question de dette. Les particuliers aussi, quand vous êtes investisseur, si vous avez de la capacité à dégager du cash, vous trouverez du crédit. Si vous ne l'avez pas, vous trouverez moins de crédit. On le vit en ce moment avec le sujet taux de l'usure, avec le sujet des recommandations du Haut Conseil. Donc on est dans une année 2023 qui va démarrer autour du sujet de la dette. Ensuite, il y a l'offre. L'offre immobilière, c'est un sujet où on s'aperçoit, en écoutant ne serait-ce que le ministre du Logement, qu'on a une forte baisse de la production neuve. Donc cette forte baisse de la production neuve va enlever des actifs du marché, donc il y aura moins d'investisseurs qui pourront accéder à ce marché. En général, ça fait plutôt monter les prix. C'est ça qui risque de se passer quand même sur cette logique d'investissement. Donc il va falloir trouver les bons actifs. Et nous, on dit évidemment, dans ce cas-là, il faut être accompagné, mener une réflexion patrimoniale. Nous, on travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine ou des réseaux qui font ce travail d'analyse et qui vont emmener des investisseurs à se poser les bonnes questions. D'accord, et à nous ensuite de leur proposer les bons produits. C'est vraiment comme ça pour moi que le monde devrait et doit, en tout cas en 2023, c'est ce que je souhaite, se répartir, puisqu'il faut bien rentrer dans un travail d'analyse quand le marché devient complexe. Or, le marché devient complexe aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le neuf. Et puis sur l'ancien, l'effet des DPE fait qu'un certain nombre d'actifs sortent du marché. On est moins enclin à acheter les étiquettes F et G pour les mêmes raisons. Pas de visibilité, le doute, etc. Et c'est bien normal quand on est investisseur. Donc en fait, le marché se réduit. Et quand un marché se réduit dans son offre, si la demande est un peu forte, ça fait là aussi monter les prix. Donc le paradoxe, finalement, c'est que dans un marché où on aurait théoriquement moins d'investisseurs, moins de pression foncière, parce qu'il y a un peu moins de construction, enfin, où les facteurs devraient être orientés à la baisse, en fait, c'est un facteur qui est orienté à la hausse. Et ça, c'est assez nouveau. Je dirais que cette situation-là, elle est un peu originale. Et donc en 2023, on va voir comment elle va se déployer sur les différents marchés. Et tout à l'heure, vous parliez de produits. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis, par exemple, sur les produits disponibles en immobilier géré, étudiant ou senior ? En fait, le premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a le Pinel disparaît, plus ou moins. En tout cas, il devient quelque chose d'un peu plus confidentiel, on va dire. Donc on se reporte évidemment sur ces marchés-là, qui sont des marchés qui ont un intérêt, me semble-t-il, premier, c'est que ça répond à des demandes, le besoin de la population, le besoin en nombre de chambres ou de logements étudiants et le besoin pour les seniors sont des besoins qui sont totalement liés à des questions démographiques. Donc finalement, c'est assez facile à calculer. Il y a plus d'étudiants, il y a plus de demandes.
Donc il faut plus de logements. Et le vieillissement de la population n'est plus approuvé. Voilà, et le vieillissement, nous n'avons pas trouvé la solution, ni vous ni moi. Donc on va vieillir et donc il y a un besoin effectivement d'adaptation, sur l'adaptation des logements d'ailleurs, il n'y a pas que des résidences évidemment. Mais la résidence est un bon moyen d'adapter. Donc le premier sujet, c'est un sujet démographique. Le deuxième sujet pour moi dans cette logique de construction de résidence, c'est que dans le cadre de la non-artificialisation, évidemment, on concentre beaucoup plus la population quand on fait des résidences que quand on fait du logement évidemment individuel, mais aussi quand on fait du logement collectif classique, puisque la taille qu'on occupe avec l'âge augmente. Puisque la famille se désunit pas, mais la famille se compose, en tout cas, et se décompose au sens où beaucoup de gens vont habiter ailleurs pour des raisons professionnelles et autres. Et donc, on occupe de plus en plus de place. Je crois qu'on occupe 30 mètres carrés à 30 ans et 60 mètres carrés à 60 ans. Bon, c'est un chiffre qui est facile à retenir. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça au mètre carré près, mais c'est un chiffre assez facile à retenir. Donc là encore, aller vers des logiques de résidence fait qu'on adapte la taille du logement aux besoins du moment. Donc ça, c'est vrai sur le plan financier. On paye théoriquement moins cher si on a moins de mètres carrés. Et c'est vrai sur le plan du partage, finalement, de cette capacité à remettre dans les centres-villes, notamment, un habitat qui est différent, un habitat qui serait un peu plus dense par son occupation, ou dense d'ailleurs par sa construction. Donc ça, c'est aussi plus sobre énergétiquement parlant aussi. Évidemment, vous avez tous les sujets de... D'abord, une résidence implantée, elle s'implante pas trop loin des commerces et des transports, donc elle limite les effets de consommation, de déplacement, notamment. Vous avez tous les services publics et privés autour de vous, donc vous pouvez y accéder. Et puis dans sa conception et sa construction qui est plus moderne, ça, voilà, on n'y peut rien, mais c'est comme ça, elle va être évidemment beaucoup moins impactante sur les sujets environnementaux qui sont de plus en plus au centre de la préoccupation des investisseurs d'ailleurs. C'est ce qu'on constate. Donc des vertus dans ce modèle-là. L'autre élément, c'est que là, on a un exploitant, donc quelqu'un qui va se charger finalement de la gestion locative, c'est-à-dire c'est lui qui va trouver, lui ou elle d'ailleurs, qui va trouver les personnes qui vont occuper ces logements-là. Et donc vous n'êtes pas dans les difficultés ou les complexités, après tout, il y a des gens qui y arrivent très bien, mais les complexités de la gestion locative. Donc c'est aussi... l'autre avantage qu'on peut trouver dans la logique des résidences gérées, qui est, je vous dis, donc petit A, posé sur des facteurs démographiques positifs, petit B qui est moins consommatrice de tout ce que sont ces ressources qui sont en train de devenir rares, et petit 3 qui sans doute est un format d'investissement qui est le plus rassurant. Je n'ai pas à gérer une espèce de quotidien. On voit aujourd'hui, par exemple, des craintes chez certains investisseurs, des craintes d'impayés. C'est ce que j'allais vous dire. Les informations sur les impayés de loyer commencent à remonter aussi. C'est à la fois... normal, on est dans une logique d'une tension économique, avec un phénomène inflationniste. Donc évidemment, c'est un des postes importants de dépenses des Français. Donc il peut y avoir des petits retards. Aujourd'hui, on ne constate pas de phénomène brutal ou très volumétrique, mais on constate partout des petits retards ou des choses qui commencent à traduire que c'est moins facile de payer son loyer, et particulièrement le sujet des charges qui est plutôt là, parce qu'aujourd'hui, les charges d'énergie, les appels de charges ont été augmentés pour tenir compte de la croissance du coût de l'énergie. C'est bien légitime, celui qui achète l'énergie en gros et qui ensuite la revend, entre guillemets, ou la repropose au détail aux gens qui habitent dans un immeuble. Bien évidemment, il ne peut pas leur dire « je vous fais payer la même chose qu'avant, et puis dans 6 mois, 8 mois, 1 an, je vous enverrai une espèce de facture très importante en disant « ah bah oui, j'avais oublié de vous dire, mais la molécule de gaz, pour prendre cet exemple-là, a fortement augmenté ». Donc on voit bien qu'on commence à rentrer dans la zone de tension. Alors après, le vrai débat, et malheureusement, je n'ai pas la réponse, est-ce que ça va durer longtemps ? C'est-à-dire, est-ce qu'on reviendra à une normalité du prix de l'énergie, une normalité de la croissance du coût des loyers ? Je n'avais pas l'intention de vous demander de prendre une boule de cristal. On n'en était pas là. Je ne l'ai pas avec moi. Non. Heureusement, parce que je pense que ce ne serait pas une question sérieuse au fond, quand on regarde l'actualité. Et en ce qui concerne l'immobilier commercial, est-ce qu'il va être affecté par exemple par la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et donc par des défaillances d'entreprises qu'on commence à annoncer comme étant plus nombreuses en 2023 ? Il y a quelques chiffres comme ça. Sur le commerce, en réalité, on voit bien qu'une partie de la valeur du fonds de commerce est liée à l'emplacement. Donc on voit quand même, nous, en tout cas, des preneurs qui sont souvent... ils repensent leurs espaces, ils transforment. Enfin, il y a un travail assez dynamique, je trouve, assez actif. Et d'adaptation. Voilà. Et on reste, quand on regarde les chiffres, il y a une petite baisse de fréquentation. C'est, voilà. Mais on n'a pas quand même de décrochage complet parce qu'on reste des gens, des individus qui ont besoin finalement de voir, peut-être de toucher un peu les produits, etc. Et donc la croissance pour l'instant, je trouve, du commerce dit électronique n'est pas exactement une diminution du commerce physique. Et donc on garde cette dynamique. Alors ça marche quand les preneurs sont des gens dynamiques. Mais pour eux, c'est quand même important,
c'est la valeur de leur fonds de commerce. C'est-à-dire qu'aller se mettre ailleurs ou plus loin ou dans un local plus petit, c'est s'éloigner souvent de sa zone de clientèle. Donc là, c'est un peu plus risqué. Donc je pense qu'ils vont s'adapter. Je sens plus un effet d'adaptation. Et puis peut-être qu'on n'est pas face à la même crise, puisque finalement, cette crise-là d'évolution du commerce, c'est une crise du passé. Elle n'est pas actuelle du tout. Ce n'est pas du tout la question du moment. Donc, très clair. Donc normalement, l'immobilier commercial va se maintenir. Pardon, je vous ai demandé de prendre la boule de cristal en fait. Pas de pronostic, mais je pense en tout cas qu'il y a des fondamentaux d'adaptation qu'on voit tous les jours. Quand vous fréquentez des commerces, qu'on fait tous finalement, on voit bien que nos commerçants habituels s'adaptent. Oui. On sent qu'ils ont envie, qu'il se passe quelque chose. C'est une réalité. Et j'ai gardé le plus problématique avec des guillemets pour la fin. Je parle ici de l'immobilier tertiaire. Il va faire froid au bureau. Alors ça devient presque fatigant de voir ça aux infos, puisque c'est le dernier marronnier à la mode. Est-ce que le marché de l'immobilier de bureau va de ce fait s'enrhumer ou pas ? Alors, ça fait déjà vendre des pulls et des écharpes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est pour peu qu'ils soient fabriqués en France, dans les différents bureaux. Non, ce que je pense effectivement, c'est que l'adaptation, là, c'est forcément plus violent, puisque on vit tous dans une approche où on n'est plus dans cette obligation d'être tous les jours au bureau. On n'y est plus parce qu'on ne le souhaite plus, on n'y est plus parce que notre employeur nous dit tu peux venir que 3 jours par semaine. Donc ça, c'est devenu quelque chose qui était finalement, c'est une espèce de combat. Enfin, il y avait toujours les gens qui étaient contre le télétravail, ceux qui étaient pour. Aujourd'hui, c'est devenu un dialogue plutôt apaisé, me semble-t-il, sauf exception. Et ce dialogue, il conduit à une moindre occupation. Donc ensuite, une entreprise, finalement, c'est un être rationnel. Et donc, avoir moins de surface de bureau va devenir sans doute assez naturel. Voilà, changer ses habitudes, changer ses pratiques. Donc après, vous avez, évidemment, c'est une évolution qui est un petit peu longue, mais il faut l'anticiper. Donc ensuite, ça va peser sur le marché, à mon avis, de 2 façons. Sur les prix, c'est-à-dire que le pouvoir du prix, finalement, sera plutôt du côté du locataire, qui dira, si je n'obtiens pas ce que je veux, je m'en vais ou je vais ailleurs. Oui. Et là, on est moins dans la logique du fonds de commerce, finalement. On peut l'être un peu, bien sûr, mais je trouve qu'on l'est moins que, évidemment, dans l'immobilier commercial. Et puis ensuite, ça va être la capacité de production. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez quand même une partie d'immeubles de bureaux qui sont obsolètes. Oui. Et donc, si vous êtes une entreprise, j'allais dire pour le même prix, c'est un peu théorique ce que je dis, en tout cas pour le même coût, vous direz plutôt de vous mettre dans des locaux plus modernes parce qu'il y a des effets de consommation énergétique. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui coupent le chauffage. Enfin, on commence à avoir des sujets importants. Donc, les emmener vers des bureaux mieux chauffés, mieux isolés, en tout cas qui apportent un confort de travail meilleur, c'est assez logique. Ça se passera, ça, je pense que ça a déjà commencé. Donc les vieux bureaux, je vais les appeler comme ça, seront délaissés. Donc peut-être que ça absorbe une partie du défaut du marché. Puis ensuite, il faudra sans doute moins construire, j'allais dire mieux et moins construire de bureaux dans l'avenir, puisque l'usage n'est plus le même. Donc c'est quand même des éléments qui fabriquent... Je ne parlerai pas de crise, mais qui fabrique forcément des ajustements, là, des valeurs et des revenus. On parlait tout à l'heure valeurs des résidentiels et revenus, sans beaucoup d'inquiétude. Je pense que sur les bureaux, il y aura forcément là une logique d'ajustement quantitative. Et puis peut-être, alors pas pour cette année, mais un marché du bureau recyclé qui va naître peut-être dans quelques années, 1, 2, 3 ans. Clairement, et puis toutes les approches de partage. Enfin, on voit aujourd'hui les sujets de coworking qui sont arrivés plutôt sous l'angle espèce de modernité, il fallait y être, qui deviennent aujourd'hui parfois des sujets purement économiques, en disant c'est plus intéressant de partager, puisqu'on partage tout, là pour le coup, on partage les coûts, etc. Et donc quand c'est bien mené, quand c'est bien géré, finalement, on s'aperçoit que c'est un moyen assez économique de s'installer dans des bureaux qui présentent les caractéristiques qu'on évoquait tout à l'heure, une modernité d'installation, de look, etc., une performance énergétique qui est à la hauteur. Et donc la logique de partage fait qu'on en partage ce coût supplémentaire. Arriver dans ces niveaux-là de bureaux, c'est évidemment un investissement. Maintenant, si cet amortissement ou si cet investissement est amorti plutôt par le fait qu'on a un partage de l'usage, c'est sans doute une assez bonne idée. Même si ce n'est pas arrivé pour cette raison-là, à mon avis. Mais bon, c'est comme ça. Un grand merci. Merci beaucoup.